Rarement l'occasion d'ouvrir une vidéo avec une phrase des Smiths, mais arrête-moi si tu l'as déjà entendu. Un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda et une milice ethno-nationaliste mènent des attaques coordonnées contre des positions du gouvernement malien et de leurs alliés russes. Ils semblent gagner, ce qui serait désastreux pour le Mali et Moscou. Non, tu n'as pas une impression de déjà-vu. Ce n'est pas la première fois que ces groupes attaquent ensemble. Ils l'ont fait pour la première fois en avril, visant plusieurs lieux, dont les villes stratégiques de Kidal et Gao, et tuant le ministre de la Défense de l'époque, Sadio Camara. Le groupe affilié à Al-Qaïda dit aussi avoir attaqué la résidence présidentielle. À un moment donné, la situation est devenue si grave que des observateurs se demandèrent ouvertement si nous allions assister à la chute d'une nation entre les mains des djihadistes. Finalement, l'armée malienne a réussi à repousser les insurgés, mais ce répit a été de courte durée car les attaques ont continué dans d'autres régions du pays et les insurgés ont bloqué la capitale, Bamako, incendiant des dizaines de véhicules qui tentaient d'approcher ou de partir. Le 4 juillet, le chaos a éclaté avec la deuxième attaque. Contrairement à la dernière offensive, les Russes n'ont pas pu quitter leur position cette fois-ci. Deux attaques très médiatisées en si peu de temps posent la question. Le Mali est-il au bord du gouffre ? Une nation brûle. Avant de répondre à notre question, nous devons faire deux choses. D'abord, une mise au point. Lors de l'enregistrement de cette vidéo, il était mercredi 11h09 heure d'Europe centrale. La situation au Mali reste instable et évolue rapidement, ce qui signifie que cette vidéo est notre meilleure tentative pour comprendre ce qui se passe sur le terrain au moment où nous avons appuyé sur le bouton d'enregistrement. Il se peut que la situation ait déjà évolué ou non lorsque vous voyez cette vidéo, mais nous ne pouvons pas le prévoir. Notre boule de cristal ne fonctionnant toujours pas. Deuxièmement, nous devons arrêter de qualifier les groupes qui ont attaqué ce week-end simplement d'insurgés, de militants ou de tout autre terme que notre dictionnaire de synonymes pourrait suggérer. Bien que ces termes décrivent les groupes, ils manquent de nuances, pourtant essentielles ici. Commençons par le groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. Formé en 2017 après la fusion de plusieurs groupes djihadistes, le GNIM est l'un des groupes djihadistes les plus actifs au Sahel, responsable d'une grande partie de la violence dans la région. Le GNIM a progressivement augmenté la quantité de territoire qu'il contrôle au Mali et impose sa propre version de la loi islamique, la charia, aux populations qui y vivent. Le deuxième groupe, le Front de libération de l'Azawad, FLA, est un mouvement séparatiste ethno-nationaliste réclamant l'indépendance de la région de l'Azawad au nord du Mali. Le FLA est apparu en 2024 à la suite de la fusion de plusieurs groupes Touareg après que Bamako a décidé de ne pas appliquer les termes d'un accord de paix, l'accord d'Alger, qui avait mis fin à une révolte Touareg. Sur le papier, ces groupes ne pourraient pas être plus différents, surtout que leurs objectifs sont très éloignés les uns des autres. Donc les voir collaborer suffisamment bien pour lancer non pas une mais deux attaques coordonnées en l'espace de quelques mois est plus qu'un peu préoccupant. Ce partenariat existe car les deux groupes ont deux ennemis communs. Le gouvernement malien et leurs alliés russes. Ils ont ciblé des civils Touareg pour des liens présumés avec le FLA et des civils Peul pour un soutien supposé au GNIM. Après l'attaque d'avril, Bamako et le corps africain russe, successeur du groupe Wagner, ont accru leur répression contre les civils de ces deux communautés, autorisant des pogroms dans la capitale à une fréquence inquiétante. D'un point de vue contre-insurrectionnel, c'est une stratégie extrêmement défaillante car elle pousse les communautés dans les bras des insurgés. Le GNIM s'étant positionné comme le protecteur des Peuls et le FLA faisant de même pour les Touaregs. En repoussant ces communautés, Bamako manque une occasion de priver les groupes de soutien et de créer des liens avec des communautés qui pourraient les fournir des renseignements sur les attaques à venir. Ce manque d'informations peut aider à expliquer pourquoi la junte malienne se fait régulièrement prendre au dépourvu. La dernière vague a débuté le samedi 4 juillet vers 5h40 du matin. Heure locale, les combattants du JNIM et du FLA ont frappé 5 lieux presque en même temps. Gao à Néfis et Agouhok dans le nord, Savaré au centre et Kenaroba juste à l'extérieur de Bamako. À Gao, les combats ont débuté avant l'aube et ont duré des heures. Un responsable local a indiqué à Reuters que des tirs et des roquettes visaient une base militaire en ville depuis avant l'aube et que les combats ont duré des heures. À Savar, la situation était similaire. L'AFP signalant des explosions à 5h du matin, des avions ont été vus survoler la zone peu après. Un habitant a dit à Reuters que les attaques tôt le matin ont été suivies de 4 grosses explosions à l'ouest de la ville vers 8h et d'explosions plus fortes vers 10h. À Kenaroba, à 75 km de Bamako, des hommes armés ont visé une prison où seraient détenus des membres de l'opposition malienne. Des images partagées sur X par le spécialiste du terrorisme au Sahel, Brad Phillips, montraient la prison en feu après l'attaque.
L'armée malienne a d'abord déclaré que la situation était maîtrisée, annonçant 20 insurgés tués contre un mort et 4 blessés chez les pro-gouvernementaux à Gao. Cependant, il suffit de regarder Anafis, une ville stratégiquement importante dans la région de Kidal où des troupes ont été déployées à la suite des attaques d'avril pour comprendre que le gouvernement exagérait au mieux sa capacité à maîtriser la situation. S'exprimant en exclusivité pour Warfront, Asred Cargill, chercheur en études africaines à Mental World, a dressé un tableau sombre de la situation, affirmant que l'armée malienne et ses alliés russes étaient venus cloués dans la base de la ville et attendaient des renforts. Malheur, un autre spécialiste du suivi des cellules terroristes qui s'est exprimé en exclusivité pour Warfront, a ajouté que si Nephis venait à tomber, l'est de Demar, y compris Gao, deviendrait beaucoup plus vulnérable face aux insurgés. Et il pourrait décider de déployer davantage de troupes vers Bir et Tombouctou, cette dernière étant depuis longtemps une cible du FLA. Un porte-parole du FLA a déclaré à la presse que l'objectif principal du groupe était de prendre Gao, ce qui rendrait la chute de Tombouctou extrêmement facile, presque une formalité. Bamako sait à quel point ce serait une grande perte si Nephis tombait entre les mains des insurgés, c'est pourquoi ils sont restés dans la ville pour essayer de les repousser. Même avec ses forces immobilisées, Bamako a infligé de lourdes pertes aux insurgés. L'armée a annoncé avoir détruit 5 blindés, 20 pick-up, 100 motos et tué plus de 200 insurgés lors de 35 frappes de drones. En parlant de drones, Philippe indique que les forces russes ont utilisé pour la première fois des Shahed sur le champ de bataille durant cette crise, montrant qu'elles prenaient la menace au sérieux. Pavel Wojcik, un expert indépendant en terrorisme, analyste du renseignement en sources ouvertes et parfois contributeur de front, a corroboré cela, ajoutant que les drones Shahed semblaient avoir été envoyés de Gao à Nafis, en nombre sans précédent. Cela s'ajoute aux drones turcs que l'armée malienne utilise habituellement lors de telles opérations. Le Marco a aussi envoyé un convoi de forces russes et maliennes depuis Gao pour alléger la pression sur les combattants à Anafis. Puisque nous produisons cette vidéo, vous devinez sûrement ce qui s'est passé. Les insurgés ont tendu une embuscade près du village de Tabrachat, détruisant plusieurs véhicules et immobilisant le convoi. Des vidéos sont apparues plus tard, qui ont depuis été géolocalisées par plusieurs comptes de renseignement en sources ouvertes, montrant un hélicoptère abattu par les insurgés. Et pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, n'allez pas chercher ces images. Elles sont vraiment cauchemardesques. Le fait que les insurgés disposent de suffisamment d'hommes, d'équipements et de renseignements pour attaquer plusieurs sites et tendre une embuscade à un convoi est très préoccupant, car cela montre que leurs capacités croissent plus vite que ce que Bamako peut gérer. Cependant, Bamako a précisé qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner le pays, ni de céder le palais présidentiel aux insurgés. Aux premières heures de mercredi matin, Maléo a partagé sur X qu'un nouveau convoi composé d'environ 80 véhicules, soit 4 fois plus que le premier convoi, aurait apparemment quitté Gao pour Anafis. Eh bien, l'information reste à confirmer. Cela représenterait la tentative la plus concertée du gouvernement pour reprendre Anafis. La Russie a renforcé son aide à ses alliés, expédiant des armes pour aider Bamako à contenir l'avancée des rebelles. Reste à savoir si tout cela suffira à déloger les insurgés d'Anafis. Eh bien, seul le temps nous le dira. On peut dire avec quasi-certitude que les insurgés tenteront de tendre une embuscade au dernier convoi, pensant qu'en le retardant, leurs alliés à Anafis auront plus de chances de prendre la ville et une grande partie de l'est du Mali. Et cela nous amène peut-être à la question la plus importante jusqu'à présent, une question que malheureusement nous avons dû poser à plusieurs reprises cette année. Le Mali est-il au bord de l'effondrement ? Maintenant, avant d'aborder toutes les façons dont l'État malien semble conspirer pour s'effondrer de manière nouvelle et spectaculaire, faisons d'abord une pause pour vous parler de Front. Front.co est notre site pour abonnés où nous approfondissons les sujets abordés sur la chaîne principale. Chaque semaine, nous diffusons 2 vidéos et 3 articles d'experts sur des sujets variés. Guerre en Ukraine, situation au Soudan et chaos au Mali. Quand nous disons approfondir ces sujets, nous le pensons vraiment. Plus tard cette semaine, notre podcast Due South publiera le premier épisode d'une série d'analyses approfondies et exclusives sur la situation au Mali pour vous aider à vraiment comprendre ce conflit parmi les plus négligés. Et si vous ne pouvez pas attendre, nous avons déjà une série d'articles rédigés par des experts sur le sujet, y compris un article récent sur la façon dont l'utilisation de drones par les groupes rebelles est en train de transformer le conflit. L'abonnement coûte 5$ par mois ou 50 par an. C'est front.co, allez voir. Et maintenant, retour à la catastrophe en cours au Mali. Au bord du gouffre. Dans notre couverture du Mali, nous évitons les déclarations catégoriques sur l'avenir, car, comme dit, notre boule de cristal est défaillante. De plus, la situation est tellement fluide et évolue si rapidement que personne ne sait vraiment ce qui va se passer ensuite. Prenez par exemple le partenariat entre le JNIM et le FLA.
En 2023, suggérer que ces deux groupes pourraient donc former une alliance aurait été un peu comme suggérer, je ne sais pas, que le président des États-Unis pourrait un jour menacer d'envahir et d'annexer le Groenland. Cette année-là, les rebelles Touaregs ont perdu Kidal au profit de Bamako et de leurs milices soutenues par Moscou, mais le JNIM a refusé de les aider. Comme Malal a expliqué à l'équipe du Warfront, le JNIM considérait les rebelles comme militairement inefficaces et espérait que la perte de Kidal déclencherait un exode massif des groupes rebelles vers le JNIM. Cela n'est pas arrivé, sans doute car les rebelles Touaregs ne luttent pas pour des motifs religieux. Les groupes Touaregs se sont unis pour créer la FLA, devenant une force militaire si efficace qu'ils ont pu s'associer au JNIM. Cet exemple illustre la rapidité d'évolution de la situation au Mali et explique notre prudence avant toute déclaration catégorique. De nombreux experts du Mali ont relevé plusieurs signes avant-coureurs, prouvant que si le pays ne s'effondre pas totalement, il commence à montrer des signes de faiblesse. Tout d'abord, le fait que le JNIM et le FLA soient en partenariat, un partenariat qui dure plus longtemps que ce que certains observateurs avaient le prévu et qui semble devenir plus efficace à chaque attaque. Il n'est pas rare que des groupes terroristes collaborent quand leurs intérêts convergent, mais cela reste rare au Sahel. La plupart des groupes locaux rivalisent donc pour les hommes, l'argent, le territoire et d'autres ressources, ce qui entraîne souvent des violences et des défections, ou bien ils tolèrent les autres pour se concentrer sur la menace principale, l'État. Le fait que les deux groupes soient devenus une force capable d'attaquer plusieurs sites et de repousser un convoi de renforts est un événement majeur qui devrait inquiéter plus de gouvernements régionaux. Si davantage de groupes terroristes dans la région décident d'imiter cette stratégie, alors nous pourrions être confrontés à une vague de violence plus importante que tout ce que nous avons vu par le passé. Ensuite, nous devons parler du blocus de Bamako, qui est en place depuis peu après l'attaque coordonnée initiale. Bien que moins dévastateur que le blocus de l'an dernier, qui avait privé la capitale de carburant pendant des mois et failli paralyser le pays, ce moyen reste efficace pour les insurgés de semer le doute sur la capacité du gouvernement à gouverner. Pour un gouvernement déjà peu crédible en raison de sa mauvaise gestion, cela pourrait être fatal. Si le gouvernement tombe, le JNIM et le FLA se positionnent comme les prochains à prendre le pouvoir. Dans les zones qu'ils contrôlent, rarement développées par Bamako, le JNIM gère ses tribunaux, installe des points de contrôle, collecte des taxes et règle les différends. L'International Crisis Group l'a qualifié directement de système de gouvernance parallèle, offrant aux communautés une alternative fonctionnelle mais brutale à un État absent. Les analystes ont comparé ce modèle à ce que Hayat Tahrir al-Sham a construit à Idlib avant de finalement entrer dans Damas. Et cela pourrait expliquer pourquoi ils ont ciblé la prison de Kainaroba. Comme mentionné précédemment, la prison retient les opposants politiques de la junte militaire, des avocats, des figures de la société civile et des responsables politiques d'opposition ayant appelé au retour du régime civil après plusieurs coups d'État ayant installé le gouvernement d'Assimi Goïta. Ce ne sont pas des combattants ni le genre de personnes que l'on s'attendrait à voir le JNIM déployer autant d'efforts pour les sauver, ce qui rend d'autant plus remarquable le fait que le JNIM ait attaqué la prison en premier lieu. En attaquant cette prison, le JNIM semble vouloir libérer des figures d'opposition, bien que ce ne soit pas vraiment le cas. S'ils avaient voulu faire sortir ces personnes, ils auraient envoyé une force pouvant submerger les défenseurs, pas une qui a été repoussée. Bien que l'attaque ait échoué, le JNIM réussit à apparaître meilleur que le gouvernement de Goïta, ce qui n'est pas difficile, et améliore ainsi son image auprès d'une opposition isolée. Le JNIM, conscient des conséquences d'une annonce selon laquelle un groupe affilié à Al-Qaïda dirigerait un État d'Afrique de l'Ouest, pourrait préférer soutenir une figure d'opposition comme visage public de leur régime. Maintenant, nous ne disons pas que cela va forcément arriver, ni même que certains membres de l'opposition auraient un accord secret avec le JNIM ou tout autre groupe terroriste. Le JNIM tire profit du fait de paraître plus enclin à coopérer avec l'opposition politique que le gouvernement de Goïta. Autre signal d'alerte, d'autres groupes que les FLA opèrent aussi au Mali. La province de l'État islamique au Sahel, l'ISSP, est très active, surtout près de la frontière avec le Niger. Enfin, Critical Threats a rapporté que l'ISSP consolidait son contrôle sur une partie du Niger qui s'étendait jusqu'au Mali. Plus récemment, à la suite d'une vague d'attaques coordonnées fin avril, l'ISSP a saisi l'occasion de lancer ses propres attaques contre le gouvernement malien. Pris dans son ensemble, le partenariat JNIM-FLA, le blocus visant à affaiblir la crédibilité du gouvernement à la capitale, la tentative de s'attirer les bonnes grâces de l'opposition et l'ISSP demeurant une menace, illustrent un gouvernement assiégé de tous côtés. Un gouvernement qui, malgré l'expulsion des Français et l'appel aux Russes, est aujourd'hui près de s'effondrer. Si le Mali tombe, d'autres pays pourraient bien suivre.
Le Burkina Faso et le Niger, également touchés par les coups d'État, ont expulsé les Français et se sont tournés vers Moscou. Ils sont tous tout aussi vulnérables. Ils se sont tous retirés de l'organisation régionale, la CEDEAO, ce qui signifie qu'ils ont très peu d'amis à appeler si jamais les choses tournent vraiment mal. Le Burkina Faso est très vulnérable, plus de 60% de son territoire étant contrôlé par les djihadistes. Désormais, il est assez possible que le gouvernement ne s'effondre pas totalement. Avec le soutien de Moscou, Gueboïta pourrait garder assez de pouvoir pour rester le chef d'État reconnu internationalement, tout en ne contrôlant réellement qu'une petite partie du territoire, le reste étant aux rebelles. Ce serait l'un des pires scénarios pour le peuple malien, car il se retrouverait pris au piège entre un gouvernement trop faible pour les protéger, une milice russe qui a tué des civils et démembré leur corps en forme de croix gammée pour les réseaux sociaux, et des rebelles trop peu tenus de rendre des comptes pour s'en soucier. Les représailles contre les groupes ethniques Touareg et Peul vont presque certainement s'intensifier, alors que Bamako s'en prend aux populations qu'il tient pour responsables de ses propres échecs, poussant encore plus de personnes dans les bras des groupes armés. Rien ne garantit que cela arrivera, mais c'est une possibilité à considérer. Quoi qu'il arrive ensuite, une chose est claire. Le Mali doit sérieusement repenser sa stratégie de contre-insurrection, car ce qu'il fait jusqu'à présent ne fonctionne pas. Merci d'avoir regardé.